monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat. Ravi de vous retrouver pour cet épisode 30 de la saison 1, 30, comme les 30 milliards d'euros qui ont été signés la semaine dernière par Israël et l'Égypte dans le cadre de l'accord gazier le plus gros de l'histoire d'Israël. Alors au sommaire ce soir, Damas qui publie une carte officielle de la Syrie sans le plateau du Golan. C'est la première fois alors que ce territoire est contrôlé par Israël depuis 1967. Est-ce que c'est le signe d'une future normalisation entre les deux pays? On posera la question à nos débatteurs dans quelques minutes. Les régularisations d'étrangers en situation irrégulière en France sont en chute libre. Elles ont baissé de 42% en 9 mois à peine, alors que l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a durci les critères de l'admission exceptionnelle au séjour. Nous en parlerons avec Jonas Haddad, qui est vice-président de la région Normandie. Ce sera l'interview du tac au tac. 4 débatteurs, 4 informations. Ce sera pour le tour de l'info avec au programme ce soir Zoran Mamdani, un nouveau soutien de Donald Trump, les réserves de gaz naturel en Israël et le prochain voyage du président israélien. Et puis le second débat sera consacré ce soir au Liban, alors que les tensions se poursuivent toujours avec le Hezbollah. Tsahal a éliminé ce matin 3 terroristes, dont l'un faisait partie de l'armée libanaise. L'armée israélienne qui a aussi pénétré à 300 mètres à l'intérieur du territoire libanais pour neutraliser des infrastructures du Hezbollah. Est-ce que ces opérations sont suffisantes? Ce sera le thème de notre deuxième face-à-face. Vous êtes bien installés? Allez, on y va. Ça se débat, saison 1, épisode 30. Alors, qui compose l'équipe des débatteurs de Ça se débat ce soir? On va commencer par Tel Aviv. Bonsoir, David Ben-Mishai, comment ça va? Bien, merci. Et face à vous, il y a Chaim Berkovitz. Merci d'être avec nous ce soir. Ça va? Tout à fait. Super. Bonsoir. Et dans nos studios parisiens, c'est cette fois Rost qui nous attend. Comment ça va, Rost? Bonsoir, tout va bien, merci. Super. Et puis à vos côtés, il y a Simon Moss. Même question. Est-ce que vous allez bien ce soir? On est prêts? Mieux serait insupportable. Un peu trop, il va un peu trop bien d'ailleurs. Ah, va falloir faire attention. Raphaël m'a dit, moi j'ai le buzzer, je suis prête à buzzer si vous parlez trop. Hein. Attention. Et c'est même le moment maintenant de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de notre émission d'hier. Vous le voyez à la question, le gouvernement israélien a-t-il eu tort de croire l'Iran affaibli après la guerre des 12 jours? Eh bien, vous êtes d'accord à 76% avec Eden Tal Haddad. Et à la question, félicitez-vous le gouvernement israélien pour sa politique en Judée-Samarie? Eh bien, vous êtes à 73% d'accord avec Guillaume Ben Soussan. Et on commence avec notre premier débat. Le ministère syrien des Affaires étrangères a publié une carte officielle de la Syrie, et ce, sans le plateau du Golan. Vous allez la voir, c'est la première fois, alors que ce territoire est contrôlé par Israël depuis 1967. Est-ce que c'est le signe d'une future normalisation entre Damas et Jérusalem? Nous avons décidé de poser cette question à nos débatteurs. Simon Moss et Rost ne sont pas du même avis. Ça se débat, saison 1, épisode 30, face à face numéro 1. Allez, c'est parti. Alors Simon Moss, vous connaissez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rose, vous enchaînerez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? N'oubliez pas, vous avez 1 minute et j'ai mon buzzer et vous devez convaincre donc les téléspectateurs. Allez, c'est parti. Simon, c'est à vous. Le président de la Syrie s'appelle Al-Joulani, c'est son nom de guerre. Et Al-Joulani en arabe, ça veut dire Golanien, celui qui vient du Golan. En plus, il vient d'Al-Qaïda, c'est un djihadiste qui déteste les chrétiens, qui déteste l'Occident et évidemment les juifs. Et pourtant, on a ce petit indice cartographique qui révèle quelque chose de tout à fait positif, à savoir que le rapport de force assumé par Israël, qui est de devenir une puissance hégémonique au Moyen-Orient, en fait, produit des effets positifs pour ses propres intérêts et pour sa diplomatie, y compris avec des voisins qui sont des dictatures islamistes pour certaines,
Et donc évidemment, je pense que même mon voisin Rost ne pourra que se féliciter d'un rapprochement, même timide, même, timoré, entre Israël, démocratie libre, et ses voisins. Alors justement, Rost, c'est à vous. Alors, évidemment, tous les signes qui peuvent mener vers la paix et la stabilité dans la région, évidemment que nous devons les soutenir. Toutes les initiatives, qu'elles soient au niveau régional ou au niveau international, doivent contribuer justement à ça. Toutefois, il y a une chose, lorsqu'on annexe un territoire, quel qu'il soit, ça s'appelle une colonisation. Et cette colonisation ne peut être acceptée. Évidemment que vous parlez d'Al-Joulani, évidemment vous l'avez décrit comme vous voulez, mais pour les gens qui s'intéressent à la géopolitique depuis bien longtemps, on sait aussi que c'était des gens qui étaient considérés par les uns et les autres comme des agents infiltrés et qu'aujourd'hui, on leur permet de pouvoir mener ce pays dans le bon sens. Si c'est le cas, on s'en réjouit tous. Si toutes ces initiatives peuvent permettre de normaliser la situation là-bas et de faire en sorte que les uns et les autres vivent en paix, joyeux Noël à tous et j'espère qu'on y arrivera tous ensemble. Haïm, une petite réaction peut-être. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Simon Moss ou avec Rost? Non, je suis plutôt d'accord avec Simon Moss. Je pense que le monde comprend aujourd'hui. Je pense que le monde comprend aujourd'hui qu'Israël ne peut pas vivre sans le Golan. Le Golan, c'est la protection d'Israël. C'est la protection au nord d'Israël et on ne se passera jamais du Golan. Aujourd'hui, le Golan fait partie intégrante d'Israël. C'était une terre qui était juive depuis bien longtemps. Eh bien, c'est pas une colonisation. Lorsqu'on retourne sur notre territoire, on colonise pas notre territoire, on rentre à la maison. Et je pense qu'aujourd'hui, même dans le monde, tout le monde a accepté que le Golan fait partie intégrante de l'État d'Israël. David Meïcha, est-ce que vous êtes du même avis? Peut-être juste un bémol, le Golan n'est pas une terre juive. Le Golan est essentiellement peuplé aujourd'hui de Druzes. Et il faut savoir que... De Druzes pro-israéliens. Oui, tout à fait. Il y a des Druzes des deux côtés. Et d'une certaine manière, après ce qui vient de se passer il y a quelques mois, ça me paraît difficile pour les Syriens d'avoir une quelconque revendication sur le Golan. Je pense qu'effectivement, les Druzes aspirent à rester sur Golan sous souveraineté israélienne. Donc la question ne se pose pas sous les mêmes logiques que si on devait parler de Judée-Samarie, par exemple. Il y a quelques mois où, en effet, la minorité druze en Syrie a été pris pour cible par les forces de Ahmed al-Shara. Simon Moss, on entend le mot de colonisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si mon voisin Rost sait ce qui s'est passé en 1967. Est-ce que vous savez que c'est la Syrie qui a attaqué Israël? Professeur. Je vais vous le dire. Israël a attaqué Israël en 1967. Vous savez que quand on attaque le territoire d'un autre pays, cet autre pays a le droit de voler le territoire de l'autre après. Exactement, de prendre possession. Voilà, je suis content de vous l'apprendre. Et puis, professeur. vous avez parlé d'agents infiltrés. Infiltrés de qui, le djihadiste? Alors, écoutez, je vais vous dire une chose. Ce sont des gens qui ont collaboré à ce moment-là avec les Américains. D'accord. Donc, vous le savez tous, si vous êtes intéressé un minimum à la politique et à la géopolitique depuis longtemps, vous savez que ce sont des gens qui ont collaboré. C'est pas pour rien, d'ailleurs. Donc, c'est un agent de Washington? À l'époque, déjà, ça filtrait déjà que ces gens-là ont travaillé pour les Américains. C'est un agent de Washington? Ce sont des gens qui ont collaboré avec les Américains. Travailler avec des alliés. Ne me posez pas des questions. Vous n'êtes pas mon professeur, monsieur. Je veux bien qu'on rigole, mais voilà, je vous dis ce que j'avais à vous dire. Attention, j'utilise le buzzer. Je vous dis, ce sont des agents qui ont travaillé avec les Américains. La question, c'est est-ce qu'il... C'est pas vous qui animez l'émission et c'est pas à vous de me poser ce genre de questions. Merci. La question, c'est Donnez votre position, tout simplement. Est-ce que Israël et la Syrie doivent, selon vous, normaliser leurs relations? Parce que le ministère des Affaires étrangères syrien, publiant cette photo justement sans le plateau du Golan, peut-être que c'est Damas qui essaye justement de faire passer un message à Jérusalem. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire, évidemment qu'il est impératif aujourd'hui, de toute façon, cette situation ne peut pas perdurer, parce que personne n'est gagnant au final, que ce soit les uns ou les autres, parce que tant qu'on peut éviter le terrorisme et tant qu'on peut éviter les massacres d'État, il faut les éviter. Donc, toutes les initiatives qui iront dans ce sens-là, nous devons les appuyer. Toutefois, moi, je reste encore convaincu que la question des territoires,
tous les territoires qui sont volés doivent être rendus. On est en train de parler du Donbass, on est en train de parler de ce qui se passe en Ukraine actuellement. Et je suis désolé, lorsqu'on annexe un territoire, quel qu'il soit, quelles que soient les conditions dans lesquelles c'est fait, à partir du moment où c'est un territoire qui appartient à d'autres personnes, on se doit de les rendre, sinon ça s'appelle une colonisation. C'est tout. David Benisha, une réaction? Bon, premièrement, je pense qu'il faut... tout ça, c'est vrai. Moi, je suis quand même un défenseur, effectivement, de normaliser les relations et que, dans ce cadre-là, si, dans les éléments de la normalisation, il y a effectivement la création d'un État palestinien, ça, c'est autre chose et ça concerne surtout la Judée-Samarie. Mais en ce qui concerne le Golan, premièrement, on a affaire à un homme d'État, enfin, j'espère que c'est un homme d'État, qui sait choisir ses combats. Je veux dire, aujourd'hui, il a un pays qui est en vrac, il va devoir l'organiser, et aujourd'hui, il a une puissance en face de lui qui est une des plus grandes puissances de la région. Commencer à se chamailler avec lui sur la question du Golan, alors que, concrètement, à part effectivement des intérêts sécuritaires, mais en l'occurrence, la Syrie est vraiment une situation extrêmement difficile. Je pense que le Djoulani, il choisit ses combats et il sait que pour pouvoir évoluer et stabiliser la situation en Syrie, il a besoin d'avoir un accord qui le stabilise face à Israël et de renoncer au Golan. Il n'y a pas vraiment de choses stratégiques pour El Djoulani sur le Golan. Il y a des éléments sécuritaires, évidemment, mais je ne pense pas qu'il en soit là et je ne pense pas qu'il ait de velléité d'attaquer Israël. Alors, vous parlez donc d'Al-Djoulani, le nouveau président syrien, bon, ça fait depuis 1 an maintenant, Ahmed Al-Shara, qui est quand même un ancien djihadiste, il faut le dire. Est-ce que, Chaim Berkovitch, vous pensez que réellement, il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière? Est-ce que réellement, Jérusalem a intérêt à normaliser ses relations avec un pays qui a à sa tête quand même Ahmed Al-Shara, qui est un ancien djihadiste? Israël fait avec. Aujourd'hui, on a une nouvelle situation et la géopolitique du Moyen-Orient est en train de changer. Depuis le 7 octobre, elle change entièrement. On a toute la frontière du Nord qui est en train de changer. On est en train de réécrire la frontière et Israël a sa carte à jouer. Et la carte d'Israël, c'est la sécurité d'Israël. Or, si la sécurité d'Israël va demander de récupérer encore même un autre territoire, je le préviens même Ross, eh bien, on récupérera ce territoire. Les allusions du style massacre d'État, on n'en a que faire. C'est des racontards, c'est de la publicité mensongère. Israël n'a jamais fait de massacre d'État. Israël, lorsqu'elle bombarde un territoire pour se défendre, je finis, je m'excuse. Lorsqu'Israël bombarde un territoire, que ce soit dans la bande de Gaza ou que ce soit à la frontière du Nord, elle le fait pour une simple raison, elle le fait parce qu'elle doit ramener la sécurité dans son pays. Et je finirai par dire que Israël prévient. Vous vous rendez compte, vous connaissez un pays qui prévient, qui envoie des tracts pour dire aux habitants partez parce que nous allons combattre. Il n'y a pas de massacre d'État, Ross. Il n'y a pas de massacre d'État. Mais non, évidemment que non. Oui, non, je suis d'accord avec vous. J'aimerais quand même... Simon Moss. J'aimerais quand même, si vous me le permettez, j'aimerais comprendre juste quelque chose qui moi, m'épate. C'est que là, on a la Syrie qui, de manière officielle, commence peut-être à reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan. Et même là, Rost, vous n'êtes pas content. Israël, c'est-à-dire que quand Israël est attaqué le 7 octobre, Israël n'a pas le droit de se défendre. Je n'ai jamais dit ça. Israël n'a pas le droit de se défendre contre la Syrie attaque en 1967. En fait, de quoi c'est quoi Mais alors, c'est quoi qu'est-ce qu'Israël peut faire? Monsieur Mousse, qu'est-ce qu'Israël peut faire qui trouve grâce à vos yeux? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Déjà, d'une première chose, j'ai été toujours sans ambiguïté sur la condamnation ferme et absolue de ce qui s'est passé le 7 octobre. On l'a tous condamné. C'est pas ce que j'ai dit. Qui est une réaction pour massacrer les personnes qui sont à l'origine de ce qui s'est passé. Moi, je n'ai aucun problème. Quand on tue quelqu'un, on prend le risque d'être tué. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, quand on tue des innocents, quand on massacre 60 000 personnes au nom de 1200 personnes qui ont été tuées, je suis désolé, humainement, je ne peux pas, ce n'est pas entendable. Non mais monsieur Berkovitch, vous pouvez crier autant que vous voulez, c'est pas mon problème. Attention, vous pouvez crier autant que vous voulez, c'est pas mon problème. on s'entend plus. Mais moi, je vous dis, il y a eu 60 000 personnes qui ont été massacrées, ça vous plaise ou non? C'est tout. Vous ne faites pas la distinction. Premièrement, vous faites pas. Je suis désolé. Dans ce chiffre de 60 000, premièrement, vous ne faites pas la distinction entre le Hamas et les civils. Deuxièmement, attendez. Donc il y a eu combien de personnes? On va retourner à Tel Aviv, messieurs à Paris. Simplement, messieurs à Paris, on revient à Tel Aviv. David Benisha. Oui, non, moi, il y a une chose qui m'apporte, c'est que, Chaim, c'est qu'on arrive à débattre
et que je ne crois pas qu'il y ait d'idée. Je pense que ce que dit Ross, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une position. Elle existe aussi en Israël, et j'en partage en partie sa position. Donc, je crois qu'on n'a pas des choses à ne pas vouloir laisser dire. Oui, d'accord, on ne veut pas l'accepter. Okay, mais je ne veux pas l'accepter parce que c'est une propagande qui sort du Hamas. Oui, mais non. Je m'excuse, je suis obligé de le dire. Oui, d'accord. C'est ta position. Je pense que tu peux entendre la position des autres et laisser les gens aller au bout. Je ne suis pas d'accord. Les intégristes n'entendent pas la position des autres. Simon, le mot de la fin. Les intégristes n'entendent pas la position des autres. C'est pas vrai, on n'est pas intégriste. Simon, le mot de la fin. Si, vous êtes un intégriste, monsieur. Merci, et vous ne respectez pas la parole des autres. Merci. Oui, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Israël est logé à une enseigne impossible quand on écoute des interlocuteurs comme Ross, parce qu'en fait, quoi qu'Israël fasse, est toujours dans le tort. Je tiens à rappeler... C'est faux. Arrête, les intégristes, vous venez de dire que les intégristes ne laissaient pas parler, alors laissez-moi parler. Je veux simplement vous dire que vous avez dit... Il y a eu vous venez de dire juste qu'il y avait 1200 morts le 7 octobre, qu'il y en a eu 60 000 de l'autre côté, donc c'est pas bien. Vous savez, il y a eu 100 morts civils américains à Pearl Harbor, il y a eu des centaines de milliers de civils allemands qui sont... Les gens l'ont condamné. Laissez finir, les gens ont condamné. Non, les gens n'ont pas condamné, les gens ont célébré la victoire des Alliés sur le Troisième Reich. D'accord. Donc, ouvrez un livre d'histoire. Ouais. Bon, mais vous êtes un bon prof d'histoire, apparemment. Merci. Voilà, on a fait Merci d'être là. On a Sans fait vous, le tour. on n'aurait pas de cerveau. Merci messieurs, on a fait le tour de la question. Quoi qu'il en soit, normalisation ou non, c'est pas demain que les Israéliens iront manger un houmous à Damas. Qui sait? On va parler de la France à présent, où les régularisations d'étrangers, je vous le disais, en situation irrégulière sont en chute libre. Elles ont baissé de 42% l'espace de 9 mois à peine. 11 012 titres de séjour ont été délivrés pendant cette période contre 19 001 sur la même période de l'année précédente, en 2024. Des chiffres révélés par nos confrères du Monde et confirmé par la place Beauvau, alors que l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a durci l'année dernière les critères de l'admission exceptionnelle au séjour. Comment expliquer cette chute? Quelle est la solution? C'est l'interview du tac au tac. Bonsoir Jonas Haddad, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes vice-président de la région Normandie. Merci. Alors cette baisse du nombre de régularisations de sans-papiers en France, est-ce que c'est positif pour vous? Comment vous qualifiez ces chiffres? Oui, c'est positif. D'abord parce que 70% des Français souhaitent toujours la régulation de l'immigration dans notre pays. Et d'ailleurs, peu importe leur sensibilité politique. Lorsque vous interrogez même des militants ou des sympathisants socialistes, ils vous disent « c'est vrai qu'il y a trop d'immigration dans notre pays ». Et puis, c'est aussi cohérent avec le fait qu'on est dans des niveaux d'immigration qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait dans les années 2000. Vous voyez, par exemple, en 2024, qui nous intéresse, puisque c'était l'année qui est juste avant l'année qu'on vient de terminer, on a eu un record historique. Il y a eu 434 000 immigrés qui sont rentrés dans notre pays. Dans les années 2000, on était seulement à 100 000 par an. Donc c'est assez logique, quand vous êtes un pays démocratique, de faire en sorte que, d'un côté, vous avez plus d'immigrés qui rentrent, et donc quand vous avez plus d'immigrés qui rentrent, il faut davantage réguler cette immigration. Tous les pays du monde font cela. Et puis, il y a une deuxième donnée qui est importante, c'est que contrairement à ce qu'on entend dans plein de médias, les données de l'OCDE et du ministère de l'Intérieur sont très claires. En France, notre immigration, elle est moins au travail que dans le reste de l'Europe. Vous voyez, par exemple, 43% des gens qui sont immigrés en France, seulement, sont au travail. Alors qu'il y a 93% des Français, puisqu'il y a 7% de chômage, qui sont au travail. Donc notre objectif à nous, en tout cas lorsque c'était Bruno Retailleau qui était ministre de l'Intérieur, c'est de dire, on prend en compte d'abord, les aspirations des Français, réguler l'immigration. 2, le fait qu'il y a beaucoup plus d'immigrés qu'avant, donc il faut réguler ceux qu'on va régulariser. Et enfin, troisièmement, on prend en compte le fait que notre immigration, elle est moins au travail que dans le reste de l'Europe, et que donc si on veut faire en sorte que les immigrés s'intègrent dans notre pays, comme ça a été le cas d'un certain nombre d'entre nous, il y a plusieurs générations, il faut que les immigrés puissent être au travail, et donc pour ça, il faut qu'ils puissent parler la langue, être intégrés dans la société, ne pas avoir de casier judiciaire. Bref, c'est du bon sens, et on est très content que ce bon sens ait triomphé. Après des années de laxisme, puisque je le rappelle, c'était la circulaire Valls qui était en place sous François Hollande, qui était encore en place jusqu'à l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. C'est un résultat concret de l'action du ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, qui est aujourd'hui président des Républicains.
qui a donc voulu justement serrer un petit peu la vis. Est-ce que justement le durcissement fait par l'ancien ministre de l'Intérieur, ça ne peut pas engendrer des dérives? Quel genre de dérive, madame? Laisser finalement les Français qui, de manière illégale, sur le territoire français. Non, puisque... Ils ne souhaiteraient même pas faire toutes les démarches administratives qu'ils jugent difficiles et ils se disent, on va travailler ici de manière clandestine. Mais non, mais puisqu'il y a une loi et c'est aux magistrats de l'appliquer, lorsqu'une personne est clandestine sur le territoire français, il reçoit une obligation de quitter le territoire français, cette personne-là doit s'exécuter. Voilà. Comme n'importe quel autre pays du monde, il faut donner les moyens au ministère de l'Intérieur et on espère d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur actuel se donnera les moyens de faire appliquer la loi ainsi que les magistrats pour que les personnes qui sont irrégulièrement sur le territoire français ne restent pas sur le territoire français. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des lois si on ne les applique même pas? Mais justement, est-ce qu'après, si en effet vous pensez réellement que les Français qui doivent quitter le territoire, enfin du moins les étrangers qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, le font réellement? Est-ce qu'il y a réellement assez de mobilisation policière, par exemple, pour faire appliquer cette loi? Eh bien, et c'est pour ça qu'il faut aussi traiter l'amont. Ça, vous avez raison, c'est que parfois l'aval, lorsque les personnes sont déjà sur le territoire, c'est plus compliqué. L'amont, c'est par exemple d'envisager de resserrer la capacité d'immigration venant de certains pays. Vous voyez, par exemple, on a beaucoup d'immigration qui vient d'Algérie. Nous, on est partisans de mettre fin aux accords de 68 qui, en réalité, permettent à des Algériens de venir beaucoup plus facilement dans notre pays, alors que pourtant, il y a beaucoup après de situations d'irrégularité. Donc effectivement, vous avez raison, il faut contrôler en aval, mais il faut aussi contrôler en amont, c'est-à-dire faire des accords de partenariat avec les pays desquels viennent ces personnes issues de l'immigration, pour leur expliquer qu'il faut qu'ils contrôlent leurs frontières, et que s'ils ne contrôlent pas leurs frontières, malheureusement, il y aura des mesures de rétorsion. Par exemple, on va arrêter de leur donner de l'aide au développement. Par exemple, on va arrêter d'accepter un certain nombre de leurs dignitaires qui viennent dans notre pays se faire soigner. Ça s'appelle tout simplement une adaptation de la France à la situation actuelle, c'est-à-dire un record d'immigration dans notre pays. Alors, je le disais, vous êtes vice-président de la région de Normandie. Ce week-end encore, samedi dernier, il y a eu une mobilisation à Caen, justement pour dénoncer les conditions difficiles pour avoir donc un titre de séjour. Est-ce que vous avez des données, vous, sur votre région de cette année, de cette baisse éventuelle du nombre de régularisations? J'ai pas de données par région parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui les communique. Et donc là, c'est vos collègues du Monde qui ont donné les chiffres. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, en Normandie, ça, je vais tirer les chiffres. Je vous donne un seul exemple, les hébergements d'urgence, puisqu'on est en plein hiver. Donc ça, c'est un critère que je peux avoir. Les hébergements d'urgence, 50% des hébergements d'urgence, je dis bien la moitié des hébergements d'urgence en Normandie, sont occupés actuellement par des immigrés en situation irrégulière. C'est-à-dire que des hébergements d'urgence qui sont saturés parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des personnes qui sont sans domicile fixe, eh bien la moitié sont occupées par des étrangers en situation irrégulière. Et donc ça montre bien qu'il y a une difficulté dans la gestion de l'immigration irrégulière, puisque normalement, il ne devrait pas y avoir 50% de ces centres-là qui sont blindés aujourd'hui, qui sont occupés par des étrangers. Ça devrait être une proportion plus proportionnelle, justement, avec des Français qui sont à l'intérieur et puis des étrangers aussi qui arrivent et par humanité que nous devons accueillir dans ces centres. Donc vous voyez, je vous donne ce chiffre-là qui est assez marquant. La moitié aujourd'hui des hébergements d'urgence sont occupés par des étrangers en situation irrégulière. Merci beaucoup, Jonas Haddad, d'avoir été avec nous en direct ce soir. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de la région Normandie. Bonne soirée à vous. David Ben Ishaï, peut-être une petite réaction? Je suis pas assez. C'est extraordinaire. Je suis pas assez. Restez modeste, mais je suis pas assez précis dans ce qui se passe au niveau de l'immigration en France. Donc je n'ai pas d'avis. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est tapé au coin du bon sens. C'est qu'à partir du moment où les gens se rendent compte que la possibilité de régulariser est moins facile ou plus semée d'embûches, qu'effectivement ils restent et qu'ils ne quittent pas le territoire et qu'il y a une espèce de cumul des gens qui sont en situation irrégulière. Donc ça, c'est tapé au coin du bon sens. Moi, je regarde la question de l'immigration en France et en Europe de façon générale, plus comme étant une instrumentalisation politique à d'autres niveaux. Donc, c'est moins le débat aujourd'hui. Mais c'est... voilà, c'est ma position. Réaction à Paris,
je connais très bien Monsieur Haddad, puisque nous avons débattu pendant plus de 10 ans sur des plateaux ensemble. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en dehors de l'antenne, c'est quelqu'un de chouette, mais une fois qu'il prend la parole, il dit tellement d'inepties que son parti lui donne, et que parfois ça m'écœure. Ils savent très bien qu'ils instrumentalisent tout ce qui se passe. Et en fait, la question de la régularisation, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? C'est qu'à un moment donné, on a fait en sorte, on a diminué tellement les effectifs dans les préfectures que on a cumulé les gens qui travaillaient ici, qui avaient des papiers, qui travaillaient, mais il fallait qu'ils les renouvellent tous les ans. Et on a cumulé ça. Aujourd'hui, il faut au minimum 1 an de décalage pour pouvoir avoir un rendez-vous pour renouveler ces papiers. Alors, j'ai juste envie de dire une chose. Vous savez, le ratio, c'est l'INSEE. Alors, l'INSEE dit le ratio entre les gens qui quittent la France et ceux qui rentrent tous les ans, c'est environ 50 000 personnes. On va en parler peut-être tout à l'heure. On va marquer une petite pause, Rost. Peur aux gens avec cette question de migration. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Vous restez avec nous. On marque une petite pause. À tout de suite sur le plateau d'i24 News. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Albert, raquete top! Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Chaque semaine, retrouvez le meilleur des 4 chaînes réunies dans une seule émission. Le point d'abord en images. More details in this report. Un regard original au croisement des langues et des cultures. Le magazine de la rédaction, c'est le meilleur d'i24 News, sélectionné pour vous. Tous les jeudis sur i24 News. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite.
tout s'amplifie parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. De retour sur le plateau de Ça se débat, toujours en compagnie de Chaim Berkovitch, David Ben Ishai et puis à Paris, Simon Most et Rost. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Alors vous connaissez le principe, 4 informations pour 4 débatteurs et puis chacun réagit l'un après l'autre. On va commencer avec vous, Simon Most. Votre info, c'est celle-là, 10 jours avant la prise de fonction de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Un rapport de l'Anti-Defamation League assure que 20% des personnes qu'il a nommées dans son équipe sont liées directement à des groupes anti-sionistes. Au total, ça représente plus de 80 personnes sur les plus de 400 nommés par Zohran Mamdani qui présentent soit donc des connexions avec des groupes anti-sionistes, soit qui ont eu des déclarations hostiles à Israël et des prises de position publiques jugées problématiques. Une réaction, Simon? Les causes, les conséquences, vous savez, c'est simple. Vous élisez quelqu'un qui est anti-juif, il va mener un programme anti-juif. Et je dis anti-juif, et je vois encore une fois mon voisin qui se marre. Je veux dire, je veux souligner en fait, vous faites des déductions, vous êtes allumé, vous. Vous avez un problème. Attention, on parle gentiment. Ah bah oui. C'est un débat. Attendez. Mais non, mais je ne comprends pas pourquoi vous parlez de moi alors que je vous ai rien dit. Parce que vous ricanez à mes oreilles. J'ai pas ricané déjà d'une. Alors arrêtez un peu. Je rappelle quand même que l'antisionisme, c'est le refus au peuple juif d'un droit que l'on accorde à tous les autres, à savoir le droit du peuple juif à disposer de lui-même. C'est un droit que l'on accorde à tous les autres peuples du monde. Et le refuser, c'est donc une discrimination anti-juive. Donc ceux qui se cachent derrière l'antisionisme est une position anti-juive. Par définition. Donc voilà, si on dit aux Juifs, vous n'avez pas le droit à un État, mais les autres, vous avez le droit, vous êtes dans la discrimination anti-juive. Et évidemment que le programme et la conduite de Mamdani est cohérente avec ce qu'il a annoncé. Je ne peux pas vous dire mieux. Il l'a annoncé, c'est quelqu'un qui avoue une haine viscérale à Israël et au peuple juif. Bon, eh bien, ils l'ont élu. C'est comme ça, les causes, les conséquences. Et il n'y a absolument rien d'étonnant ni de surprenant. On peut juste le regretter et regretter que New York a franchi ce cap-là, de la détestation d'Israël. David Ben Ishai, je vous voyais réagir. Oui, non, je ne suis pas d'accord avec Simon sur un point. On ne peut pas dire que toute personne qui est antisioniste est anti-juive. Il y a énormément de gens qui sont antisémites et qui calfeutrent leur antisémitisme par une position antisioniste. Il y a une position idéologique antisioniste qui existe. Les gens qui sont internationalistes sont des gens qui ont une position contre toute forme de nation et qui sont antisionistes comme ils sont anti-nation, etc. Donc ça existe. Mais dans ce cas, on n'est pas antisioniste. Dans ce cas, on n'est pas antisioniste, on est juste contre les frontières, c'est autre chose. Mais non, on se définit. Non, politiquement, je suis désolé, on se définit comme antisioniste. Mais là n'est pas le propos. Je pense que, oui, je pense effectivement que Mamdani est antisémite. Qu'il mène une politique anti-juive au sein de la mairie de New York, ça me paraît difficile. New York est la ville la plus juive du monde, donc ça me paraît quand même très compliqué de mener. Mais effectivement, si l'indicateur est juste qu'il y a 80 personnes sur 400 qui constituent son équipe et que parmi ces gens, il y a effectivement des gens qui ont milité dans ce type de groupuscule, ça pose problème. Ceci étant, vous savez, la réelle politique, à un moment donné, vous arrivez aux affaires, il va falloir s'occuper des gens qui habitent New York, il va falloir s'occuper des égouts, il va falloir s'occuper de l'eau, il va falloir s'occuper d'un certain nombre de choses que constitue une ville avec toutes ces infrastructures. Donc, il y a des jeux de campagne, il y a des jeux de communication. Malheureusement, on le voit, et moi, ça me déchire de voir que les Juifs sont utilisés comme cible politique dans une campagne électorale. Ceci étant, après, il faut gouverner. On va passer à la deuxième info et elle vous concerne. Ross, la rappeuse Nicki Minaj, autrefois soutien de la cause LGBT, du féminisme et des migrants, eh bien soutient désormais Donald Trump. Elle a même participé à un événement, vous le voyez, annuel pro-Trump, où elle a clamé haut et fort son plus grand respect et admiration pour son président, Nicki Minaj, qui qualifie même le président américain et son vice-président, J.D. Vance, de, je cite, modèle pour les jeunes hommes, et qu'ensemble, ils faisaient la fierté d'être américains. Une réaction ?
Bon, vous savez, le syndrome de Stockholm, hein, et ça a toujours été le cas, donc je ne vais même pas m'étaler sur ça, parce que on a vu, hein, même les latinos qui ont soutenu Trump et qui, leurs enfants se font désormais rafler dans les écoles, devant chez eux, et les parents dans les magasins aux États-Unis par la milice qui a été mise en place par justement Donald Trump. Et ben ils comprennent qu'ils ont fait une connerie. Et ben qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Nous sommes en démocratie, chacun a le droit de choisir ses combats et ses folies. Bon, tant mieux pour elle. Chaim Berkovitch. Vous aurez noté l'emploi du mot rafler. Hein. Vous aurez noté l'emploi du mot rafler. Hein. Franchement, vous êtes épuisant. Non, il n'est pas épuisant, tout simplement. J'aurais pu dire. C'est peut-être vous, Ross, qui est un peu épuisant, parce qu'à chaque fois, vous êtes très subtil, vous utilisez des termes... Mais vous, je vous épuise, c'est sûr, parce que vous dites tellement de conneries aussi. Moi, je dirais tout simplement que Donald Trump... Pas d'attaque, on ne va pas tous se mettre contre Ross. On ne peut pas employer ce genre de termes. Mais tout simplement, pour revenir sur le sujet, Trump est très fort, puisqu'il arrive à récupérer des gens qui n'étaient pas tout simplement avec lui. Troisième info, cette fois, elle vous concerne. Un jour, David. vous l'aimez, un jour, vous le détestez, vous. Ah non. Allez, on passe à la troisième info. Vous le louez, Messieurs... et un jour, vous dites ça... Attention, je buzz. Vous êtes extraordinaire. Ça y est, troisième info cette fois, David Benichan, elle vous concerne, c'est les réserves de gaz naturel d'Israël qui seront suffisants au moins jusqu'en 2062. C'est en tout cas ce qu'assure un nouveau rapport publié par l'un des principaux cabinets de conseil économique d'Israël qui assure que ces réserves vont permettre d'assurer l'approvisionnement national pour au moins donc 37 ans, Israël qui se classe au 2e rang des pays de l'OCDE pour les réserves par habitant et le pays occupe la première place mondiale pour la préservation des ressources destinées aux générations futures. Ça vous fait réagir ? Alors, il y a deux choses que je voudrais évoquer. Premièrement, mon métier, c'est l'environnement et je travaille dans l'univers des énergies renouvelables, donc j'ai quand même beaucoup de mal avec... C'est pour ça qu'on a choisi cette info, on a bien fait le travail. Et donc, j'ai quand même énormément de mal à ne pas concevoir. Et ma doxa, personnellement, c'est de laisser le gaz et de laisser toute l'énergie fossile au fond de la Terre et de commencer à s'orienter vers des stratégies à l'échelle internationale de réponse aux besoins énergétiques. Et je pense qu'on va se retrouver le bec dans l'eau à partir du moment où on aura un épuisement, parce que ça s'épuise évidemment, on le sait. Donc on est là, on gratte. Il y a toutes sortes de découvertes ou d'inventions pour toujours gratter un peu plus du charbon ici, du pétrole là. La réalité, c'est que... ça, c'est le premier point, c'est que de mon point de vue, il faut laisser le gaz au fond de l'eau. La deuxième chose, c'est que moi, je veux bien qu'on crée ce qu'on appelle le Keren HaOsher, le fonds du bonheur en Israël. Fonds du bonheur, c'est une grande embrouille parce que c'était le Léviathan, c'était Tamar. Donc tout le monde est arrivé en Israël en disant « Ouais, c'est formidable, on va encaisser des milliards ». Les milliards, on n'en a pas vu grand-chose, il y en a 5. Et les 5 aujourd'hui sont débattus en ce moment à la Knesset pour que cet argent aille dans les accords de coalition, ce qui était censé être l'argent pour l'éducation, le social des générations futures. Donc de mon point de vue, c'est une embrouille et d'une certaine manière, je ne suis pas certain que Netanyahou avait vraiment envie de signer cet accord avec l'Égypte. Je pense qu'il s'est fait un peu tordre le bras par Trump, qui évidemment a des enjeux, mais personnellement, ce que je vois, c'est les risques de pollution. Ce que je vois, c'est encore les grands trusts pétroliers qui vont arriver, exploiter, et on ne va pas récupérer grand-chose. Et ce que je vois surtout, c'est qu'au lieu de créer la transition énergétique en Israël de façon massive, eh ben, ça la ralentit, puisqu'on se dit, bon, on a du gaz jusqu'en 62, donc pourquoi changer nos habitudes? Pourquoi continuer à développer le solaire en Israël, ou toutes les formes d'énergie propre, et de continuer évidemment à exploiter le gaz, qui est plus propre que le pétrole, ou le charbon, certes. Mais de mon point de vue, c'est pas une politique et c'est pas ce qui assure le futur. Le futur, c'est l'environnement, on l'a vu. Hein. Aujourd'hui, vous avez Netanyahou sous l'eau. Ça, c'est les réponses du dérèglement climatique et le dérèglement climatique. À cause des raisons, c'est quand même de continuer de perpétuer cette stratégie du fossile. Bon, voilà. À cause des fortes pluies, aujourd'hui, Chaim, une petite... Non, moi, je suis un petit peu plus optimiste que vous. Je pense que Israël a des ressources, et bien tant mieux. Et j'espère, et je suis optimiste là-dessus, et j'ai le sentiment, et j'espère qu'on va améliorer les conditions des Israéliens grâce à ça. On a un autre problème, à part la guerre, à part tout ce qui se passe ici en Israël, on a le problème du coût de la vie. Aujourd'hui, la vie est très très chère en Israël. Alors, toute ressource, aujourd'hui c'est du gaz, demain ça sera la ressource solaire, et ça ira peut-être mieux avec vos convictions, mais aujourd'hui, on a une possibilité de rapporter de l'argent à Israël, et je dis tant mieux. Ouais, enfin, le coût de la vie, c'est Tnuva, et Tnuva, c'est l'exploitation du gaz. On va pas rentrer dans Ce que je veux montrer, tout simplement, c'est qu'on a des possibilités, on va faire votre très info grandes sur notre pays. Oui. Votre info académique,
scientifique, on a plein de ressources. Dans quelques minutes, vous allez avoir le temps de vous parler. Et si vous voulez d'être pas d'accord, Raïm, on va faire votre info, la 4e. 10 jours après l'attentat terroriste de Sydney, Yitzhak Herzog est invité en Australie. Une invitation faite ce matin par le Premier ministre australien, Anthony Albanese, qui s'est entretenu par téléphone avec le président israélien pour lui faire part de sa profonde émotion et de son choc après cette attaque meurtrière, le jour de la fusillade, on le rappelle, qui a tué 15 personnes. Yitzhak Herzog avait demandé au gouvernement australien de lutter davantage contre l'antisémitisme. Raïm, vous voulez réagir? Eh bien, j'espère que notre président ne va pas se rendre en Australie. Parce que il faut comprendre que... Il a dit qu'il a accepté pour l'instant. Tout à fait, mais j'espère qu'il ne se rendra pas quand même. Parce que faut pas croire que l'antisémitisme, faut pas croire que ce genre d'attentat, eh bien, ça n'est de nulle part. C'est la conséquence d'une certaine politique. Or, la politique en Australie, eh bien, c'était une politique anti-sioniste, j'emploierai le terme anti-sioniste, mais qui pour moi veut tout à fait dire anti-juif, et c'est ce qui a amené au fait qu'il y ait des attentats. Et j'ai très peur, et je parle de l'Australie, et j'ai très peur pour tous les juifs qui se retrouvent aujourd'hui, notamment en Europe, et notamment en France, avec cette insécurité qui existe. Ce que nous avons eu en Australie risque de se passer dans n'importe quel pays d'Europe, et j'ai très peur à cause de cela, et j'espère que les présidents et les premiers ministres du monde vont s'apercevoir que leur politique, eh bien, souvent, ça attise le terrorisme. Simon Moss, vous pouvez réagir ? Est-ce que vous voulez déjà réagir ? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord avec Raïm, parce qu'en fait, derrière cette invitation, et moi aussi j'espère que le président israélien ne s'y rendra pas, parce qu'en fait, derrière cette invitation, il y a le même message que l'on connaît et qui nous épuise. En fait, on aime Israël et on aime les Juifs quand on est là pour faire des cérémonies et pour pleurer les Juifs morts. Mais quand les Juifs se lèvent et se défendent, là, on reconnaît un État palestinien en récompense des djihadistes. Donc, c'est juste ça, c'est toujours la même mécanique. On est là pour les cérémonies à Auschwitz et après Sydney, mais par contre, quand les Juifs sont attaqués, se défendent, eh bien là, on condamne. En fait, voilà, les Juifs ne sont là que pour les bougies et les condamnations. Et j'espère que le président Herzog, le président d'Israël, ne s'y rendra pas. Et je suis tout à fait d'accord avec Chaim Berkovitz. Si je peux me permettre... Rost, allez-y. Je pense que ce qui s'est passé a marqué énormément de gens. Et n'oublions pas d'ailleurs que la personne qui a fait cet acte héroïque est pas juive. D'accord ? Celui qui a désarmé un des deux tueurs, à qui on continuera de rendre hommage parce qu'on ne sait pas le nombre de vies qu'il aurait sauvées. Vous savez, ce qui est dangereux, c'est vous-même, vous faites en permanence une erreur fondamentale. C'est en permanence de lier la question israélienne aux Juifs. De mettre tous les Juifs dans le même lot, ce n'est déjà pas un bloc homogène, d'accord ? Première chose. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en faisant ça, justement, vous donnez des arguments à ceux qui, justement, pensent que le fait que la politique d'un gouvernement n'est pas représentatif d'un pays. Il y a plein de gens qui détestent Macron en France. C'est pas pour autant que on est anti, exactement. Et ben voilà. Donc non mais justement vous parce que ce que vous faites quand vous dites que les gens qui sont contre justement le fait que de la politique d'un Netanyahou etc. ce sont des gens qui détestent les Juifs. Et ben c'est une bêtise fondamentale. Même l'antisionisme, ce n'est pas... Alors là, peut-être qu'on a un terrain d'accord. Même là-dessus. Attendez, c'est dangereux. Vous venez de dire... C'est très dangereux. Vous venez de dire que c'est pas parce qu'on critique le gouvernement d'Emmanuel Macron qu'on est pour la destruction de la France ou la non-existence de la France. Quand on est anti-sioniste, on n'est pas anti la politique du gouvernement israélien. On est contre l'existence de l'État d'Israël. À moins que vous ne connaissiez pas la définition. Merci professeur. Encore que le sionisme c'est autre chose. Et je suis prêt à vous écouter. Heureusement vous êtes là. Mais si on s'en tient à la définition, tenez-vous à cette définition et n'inventez pas d'autres définitions. Moi je vais vous dire, je fais partie de ceux qui se sont toujours battus pour l'existence des deux États. Et pourtant, ce qui se passe depuis un certain temps, je le condamne avec la plus grande défermeté. Tout ce que vous dites et je ne fais aucun amalgame. Deuxième débat, on s'entend plus, messieurs. Je vous ai pas coupé, mais à chaque fois vous me coupez. Par contre, je n'ai jamais, j'ai toujours condamné, Ça y est, on va passer à notre deuxième débat.
criminel de cet homme. malgré tout, et pourtant, je continue de dire qu'il faut l'existence des deux Messieurs à États. Paris, on va si vous êtes pour les parler... deux États, C'est votre vous êtes point de sioniste. vue. Voilà, c'est le mot de la fin. On a parlé de la Syrie. On va maintenant parler de son voisin libanais, où les tensions se poursuivent toujours avec le Hezbollah. Tsahal a éliminé ce matin 3 terroristes, dont l'un faisait partie de l'armée libanaise, l'armée israélienne qui a aussi pénétré à 300 mètres à l'intérieur du territoire libanais pour neutraliser des infrastructures du Hezbollah. Israël est-il réellement en capacité de démanteler l'organisation chiite libanaise? Chaim Berkovitch et David Ben Ishai ne sont pas du même avis. Ça se débat saison 1, épisode 30, face à face numéro 2. C'est parti. Chaim Berkovitch, vous allez commencer. Vous avez 1 minute, on le rappelle, pour convaincre nos téléspectateurs. Et David, vous enchaînerez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? N'oubliez pas, vous avez 1 minute, pas 1 seconde de plus, sinon j'utilise mon buzzer. Et vous devez donc convaincre les téléspectateurs. Allez, c'est parti, Chaim, c'est à vous. Alors tout à fait, Israël a les capacités de démanteler, et je rajouterai entièrement le Hezbollah. La force militaire d'Israël repose sur plusieurs piliers. D'abord, il y a la supériorité du renseignement. Rappelons-nous l'exemple de l'opération des Beepers, qui restera dans les annales des services de renseignement du monde entier. Nous avons la maîtrise de la technologie, nous avons la capacité de force immédiate, et nous avons surtout la force mentale de nos soldats. Nos soldats savent qu'ils combattent tout simplement pour apporter la sécurité à leur pays, la sécurité à leur famille, et sans eux, on n'aura pas la sécurité d'Israël. Et tout ça, c'est une force. Alors, on nous avait vendu un Hezbollah qui était très très fort, on était incapable de le vaincre, et on s'est fait peur à nous-mêmes en réalité, puisque les opérations que nous avons menées nous ont montré que ce n'est pas le cas. Nous avons la possibilité de nous battre contre le Hezbollah et de l'anéantir complètement, et ce n'est qu'une question de volonté. Pile poil. Bravo, David. Une question de volonté. Déjà un élément de contradiction sur le fait qu'on a beaucoup de renseignements, mais qu'en même temps, on s'est fait peur tout seul. Mais je vais quand même dire une chose. Oui, en théorie, sur le papier, c'est juste, on a fait 2 ans de guerre. Si on avait dû complètement éradiquer le Hezbollah, on l'aurait fait, à moins qu'on ait raté quelque chose au passage. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, évidemment, qu'on a tout intérêt à désarmer le Hezbollah à terme. Mais il ne faut pas oublier une chose. Nasrallah, 30 ans d'infiltration sociale, éducative, à tous les niveaux politiques de la société libanaise, c'est pas quelque chose qui se fait juste par les armes. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ont une vision qui n'est de régler les problèmes en prenant les armes. Or, en réalité, il faut être capable, comme on l'a toujours fait en Israël, c'est d'arriver à mixer en fait nos réponses. Aujourd'hui, on a peut-être l'occasion avec le Liban de régulariser notre situation et d'avoir un accord avec eux. Et donc, aujourd'hui, le Liban aspire, et il faut aller dans ce sens, à se débarrasser d'un Hezbollah trop fort. Et donc, oui, mais ça prendra du temps. Qu'est-ce qu'on en pense à Paris? Rost, on vous entendait. Est-ce que vous êtes d'accord plutôt avec Chaim ou plutôt avec David? Vous vous doutez bien que, évidemment, moi je pense que grâce à des hommes comme David Ben Ishai, on a de l'espoir dans ce pays d'Israël, et on a de l'espoir pour notre humanité. Les intégristes et les extrémistes, moi je n'en peux plus, ce sont eux qui détruisent notre monde, et il faut par tous les moyens les neutraliser, eux tous. Et alors la solution selon vous, si ce n'est pas une solution militaire? Vous savez, vous pouvez, je l'ai déjà dit sur ce plateau, vous pouvez tuer autant de gens que vous voulez, tant que les idées ne sont pas combattues par les actions, vous n'arrangerez rien du tout. Il y a un travail à faire, il y a un travail d'éducation, il y a un travail de pédagogie, il y a un travail justement de reconstruction d'image à travers aussi des actes. C'est-à-dire que il y a des gens, je peux vous le dire, et je l'entends tous les jours. Vous savez, parfois je me fais le porte-parole de certains, de tout ce que j'entends aussi des uns et des autres, pour voir comment on peut avancer ensemble. Et après on me traite d'antisémite, on me dit oui, vous êtes anti-juif, vous êtes tout ce que vous voulez. Ça me fait bien rire, mais parce que les gens connaissent pas ma vie, mais bon, bref. Mais je continue de le dire, vous savez, la question des colonies, elle va continuer de hanter Israël pendant très longtemps. Et ce qui se passe aujourd'hui là, et les décisions même qui ont été prises là récemment, encore de créer 19 colonies par ce gouvernement, je peux vous en Cisjordanie, je vais vous dire que en Judée et Samarie, ce ne sont pas des colonies. À nourrir tous ces gens-là.
C'est tout, je vous le dis. Simon Moss, selon vous, comment régler et comment démanteler le Hezbollah ? Je suis d'accord avec Ross quand il dit que les intégristes et les fanatiques, il faut les neutraliser. C'est pour ça que je pense qu'en effet, il faut faire tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on doit faire pour neutraliser les ennemis fanatiques et intégristes d'Israël. Alors, je suis un peu plus nuancé que Chaim Berkovitz sur la question, parce que est-ce que Israël a les moyens, la capacité technique de détruire le Hezbollah ? Oui, Israël peut techniquement même raser tout le Liban. Simplement, ça a un coût. Ça a un coût humain, économique, diplomatique. C'est des soldats qui meurent, c'est des populations civiles qui sont exposées aussi au bombardement. C'est énormément de choses. On vient de sortir de 2 ans de guerre avec la bande de Gaza, avec le Hamas, et on voit quel coût a été porté pour tous, d'ailleurs, pour tous. Alors, je ne suis pas non plus un partisan du pas de vague, la stabilité à tout prix. Je pense qu'il faut vraiment réussir à apprécier le niveau de risque que représente le Hezbollah pour les 20 prochaines années, pas pour aujourd'hui et pas que pour 5 ans, et à la hauteur, à la lumière de ce risque-là, déployer les moyens qui s'imposent. Et je ne pense pas inventer le fil à couper le beurre en disant ça, je veux juste revenir sur une chose. La colonisation, ça a une définition, c'est l'implantation d'un peuple sur une terre qui lui est étrangère. Quand on dit c'est exactement ce qui se passe. Quand on dit qu'Israël colonise la Judée-Samarie, la Cisjordanie, demain, c'est Noël, on célèbre la naissance, en France et dans le monde chrétien, d'un juif en Judée. Si j'écoute ceux qui accusent Israël de colonisation, eh bien, Noël est une fête coloniale, parce que un juif en Judée est un colon, si j'en crois, ce que j'entends autour de cette table. Chaim Berkovitch, selon vous, il faut qu'Israël aille plus loin et mène une nouvelle opération ? Je suis tout à fait d'accord de dire qu'il va falloir penser à l'éducation, penser à réfléchir pour pas que ça arrive. Aujourd'hui, on a une organisation terroriste, une armée terroriste qui s'appelle le Hezbollah, qui ne pense qu'à une seule chose, c'est à la haine d'Israël. Nous n'étions pas dans le Liban, nous n'avons rien fait au Liban, ça fait bien longtemps que nous sommes sortis de la zone de sécurité du Liban et on nous attaque. Nous avons des missiles qui étaient dirigés vers le nord d'Israël. On ne pouvait pas laisser passer. Entre parenthèses, les missiles ils sont arrivés jusqu'au centre du pays. Alors, lorsqu'on a une menace, quel que soit le prix, il faut ramener la sécurité à Israël. Et lorsque je dis la sécurité, c'est que les habitants du nord, comme les habitants du sud, comme les habitants de Tel Aviv, ou comme les habitants de Judée-Samarie, que j'inclus entièrement, puisque c'est notre terre, puisqu'ils font partie d'Israël, eh bien, il faut apporter la sécurité. De quelle façon on apporte la sécurité ? En éliminant nos ennemis. Aujourd'hui, un de nos ennemis, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah ne veut qu'une seule chose, c'est la haine, c'est la destruction d'Israël. Il faut l'anéantir. David Ben Ishai. Premièrement, il y a une histoire de guerre avec le Liban et j'y étais. Très jeune, j'y étais. Donc, il y a une histoire de guerre complexe et longue. Il y a aujourd'hui un pays qui s'appelle le Liban. Regardons un petit peu ce qui se passe au Liban, qui est complètement sous la coupe du Hezbollah, politiquement, socialement, éducativement. Et aujourd'hui, il y a des aspirations des chrétiens libanais, des aspirations des autres minorités libanaises de s'émanciper de cette tutelle du Hezbollah. C'est un élément positif qu'il faut accompagner, et c'est pas juste en bombardant, parce qu'à un moment donné, quand on tue des populations civiles, quand on passe son temps à bombarder, à un moment donné, s'il y a des dommages, on en a conscience. Non, mais je dis pas quelque chose de scandaleux maintenant pour que tu me coupes la parole. Mais non, je suis désolé, on ne tue pas des civils, on n'est pas en train de tuer, d'anéantir des civils, je suis désolé. Tu dois m'écouter jusqu'au bout. Je t'écoute, je rectifie là-dessus. Quand aujourd'hui, parce que tu n'as pas écouté jusqu'au bout, quand à un moment donné, tu vides tout le sud Liban de villages, de populations, à un moment donné, tu pousses des populations civiles dans les bras du Hezbollah. Donc on a à agir, maintenant que la guerre est passée, on a à agir déjà par rapport à l'Iran, à couper tous les approvisionnements en armes ou en argent de l'Iran vers le Hezbollah, assécher le Hezbollah, et on a créé des accords secrets ou visibles avec les forces positive et résiliente du Liban pour petit à petit éteindre l'influence du Hezbollah au Liban. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une politique, on a une vision diplomatique du monde et on n'a pas juste une vision de la force de taper, de tuer, de taper, de tuer. Et c'est ce qu'Israël fait depuis 2 ans. Le Liban, ne s'est pas séparé du Hezbollah. Le Hezbollah a siégé avec le Liban. Pendant des années, ils avaient la possibilité de le faire. Mais arrête, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a un ennemi qui a encore le dernier mot qui sont vers Israël. On ne peut pas se laisser faire, je suis désolé. Allez, on va prendre la direction de nos studios parisiens. Simon. Oui.
Est-ce que vous pensez que... Simon dort. Est-ce que vous pensez... J'attends une question. Est-ce que vous voyez Beyrouth comme véritablement un moyen, un allié diplomatique pour contrer le Hezbollah et démanteler l'organisation chiite libanaise? Écoutez, c'est difficile. Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amis chrétiens libanais qui soutiennent Israël, qui veulent la paix avec Israël. Et en même temps, et on les comprend, qu'ils craignent à nouveau une guerre civile au Liban. Et en effet, Monsieur Benichai a tout à fait raison. Le Hezbollah est tellement implanté, tellement confondu dans le tissu social libanais que ça va créer une guerre civile. Alors, est-ce qu'on doit en passer par là? Je ne suis pas libanais, et donc je ne vais pas dire aux Libanais ce qu'ils doivent faire. Ils l'ont déjà vécu d'ailleurs. Hein. La guerre civile, ils l'ont déjà vécu. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas la revivre. Exactement. On les comprend tout à fait. Par contre, Israël, de son côté, doit prendre évidemment les mesures de sa sécurité. Merci, messieurs, pour ce débat riche. Merci à nos invités à Paris, Simon, Moss et Ross. Et merci ici à Tel Aviv, Chaim Berkovitch et David Benichai d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro de Ça se débat. On se retrouve demain, même studio, même heure. Très belle soirée sur i24 News.